Bonjour tout le monde. Moi, c'est Malik Ndiaye. Donc, je suis l'intervenant pour le module plan d'affaires. On va dire co-intervenant parce qu'il y a également Madame Astou Rose Gay qui intervient sur ce module-là. Donc, j'ai eu à vous présenter déjà le premier module qui s'appelle idée de projet. Donc, j'ai eu à me présenter déjà, à dire exactement qui je suis, ce que je fais. Donc, je ne vais pas revenir dessus, on va aller directement sur le module plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est quoi? Un plan d'affaires, c'est un document détaillé qui présente de manière structurée les objectifs d'une entreprise dans le cadre d'un projet immobilier, les stratégies pour les atteindre, les problèmes potentiels à résoudre et les solutions pour y faire face. Il sert de feuille de route pour le lancement et le développement du projet et il est utilisé pour convaincre les investisseurs et les prêteurs de financer le projet. Les éléments constituant un plan d'affaires. Un plan d'affaires bien rédigé pour un projet immobilier doit non seulement démontrer la faisabilité et la rentabilité, mais aussi rassurer les investisseurs et les prêteurs sur la gestion prudente et professionnelle du développement. Il est essentiel de présenter des données claires, des analyses précises et des projections réalistes pour gagner la confiance des parties prenantes et sécuriter le financement nécessaire. Dans le document du plan d'affaires, on retrouve un résumé exécutif qui est en quelque sorte la description du projet, la nature du développement, si c'est du résidentiel, si c'est du commercial ou c'est un usage mixte, l'emplacement du projet et le but du projet, les objectifs du projet, ce que vous prévoyez d'atteindre avec ce développement, et puis le besoin de financement, le montant du capital requis et l'utilisation prévue des fonds. Alors, en deuxième paragraphe, nous allons présenter l'entreprise dans les détails, donc la structure juridique et historique, l'information sur la création de l'entreprise et les projets passés. Nous allons détailler la mission et la vision de l'entreprise en s'appuyant sur les valeurs et la vision à long terme de l'entreprise sur le secteur dans le secteur de l'immobilier. Nous allons effectivement aussi faire une analyse des marchés, donc qui se compose en fait à faire une étude de marché, c'est-à-dire la démographie, la demande de biens immobiliers et les tendances du marché, et une analyse concurrentielle avec les principaux concurrents, leurs forces et faiblesses et notre avantage concurrentiel. Toujours dans un plan d'affaires, on retrouve la description du projet, c'est-à-dire les détails du projet, le plan, les dessins architecturaux, les spécifications du développement, les permis de construire et les régulations, statut des approbations légales et réglementaires nécessaires. Nous avons volé sur la stratégie de vente et marketing, donc le ciblage du marché, identifier les segments de marché visés et les stratégies pour les atteindre. Méthode de vente, les stratégies de pré-vente, commercialisation et relations avec les agents immobiliers. Nous avons volé sur l'organisation et la gestion, c'est-à-dire la structure organisationnelle, et puis l'équipe de projet. Nous avons volé également sur le plan opérationnel, c'est-à-dire la chronologie du projet. Donc, il est important d'indiquer les phases clés du développement et les échéances, d'expliquer également, de détailler les potentiels risques et puis d'identifier les stratégies de mitigation des risques potentiels. Nous avons un autre volet sur les projections financières, c'est-à-dire le budget détaillé, l'estimation des coûts, incluant l'achat du terrain, la construction, le marketing et les autres frais. Nous avons également le flux de trésorerie prévisionnel qui permet de faire des projections mensuelles ou annuelles pendant la durée du projet. Nous avons en dernier lieu l'analyse des besoins de financement, c'est-à-dire le montant total du financement requis, décomposition des coûts, l'achat de terrain, construction, marketing, frais administratifs et les sources de financement envisagées, prêts bancaires, investisseurs privés, apport en fonds propres. Voilà un peu les éléments constituant un plan d'affaires qui doivent, lors d'une demande de financement au sein d'une banque, être complétés de façon détaillée.
Madame Astou Rosgay, qui est donc co-animatrice de ce module-là, qui est spécialisée en banque, va plus rentrer dans le détail avec sa présentation. Donc, pour financer une opération immobilière, un banquier cherche à minimiser les risques financiers en s'assurant que le promoteur a une stratégie solide pour gérer à la fois les recettes et les dépenses et que le projet générera suffisamment de flux de trésorerie pour couvrir tous les besoins financiers sans retard. L'analyse des recettes. Donc, pour ce faire, il fait une analyse des recettes, donc la prévisibilité et la stabilité des recettes, l'estimation de la demande et des prix du marché, analyse des réservations ou des contrats déjà en place. Il fait une analyse du rythme de commercialisation, c'est la durée estimée pour vendre tous les biens impactant directement la trésorerie. Il fait une analyse des risques liés au marché, la sensibilité aux fluctuations du marché immobilier, les effets de la conjoncture économique sur les prix et de la demande. Il fait également une analyse des dépenses, c'est-à-dire constituée par la charge foncière, les coûts techniques, les coûts d'études, les coûts administratifs et financiers. Nous verrons cela plus dans les détails un peu plus loin. Il fait une évaluation du besoin de financement. Le banquier évalue ensuite le besoin de financement initial pour le foncier, financement nécessaire pour acquérir le terrain, les travaux, fonds requis pour couvrir les coûts de construction jusqu'à ce que les ventes génèrent suffisamment de liquidités. Et ensuite, il fait une analyse du tableau de flux de trésorerie mensuel. Le tableau de trésorerie donne une vue précise sur les encaissements et les décaissements. Ce tableau aide le banquier à comprendre quand et combien le promoteur aura besoin de financement externe et permet d'évaluer la viabilité globale du projet en termes de liquidité. Les projets immobiliers, de quoi parle-t-on? Donc ça, on l'a vu lors du module idée de projet. On ne va pas trop revenir dessus, mais une opération immobilière, c'est la rencontre d'un besoin, d'un marché et d'un projet. Donc, ça peut être des logements, des bureaux, des commerces, de l'immobilier logistique comme des entrepôts, des plateformes logistiques, des hôtels ou des actifs liés à la santé comme des hôpitaux, des cliniques et des laboratoires. Le champ d'action du promoteur immobilier. Alors, le promoteur immobilier travaille à travers 3 mécanismes principaux. Le premier qui est la VFA, qui est donc appelé vente sur plan. C'est la vente en l'état futur d'achèvement. C'est un dispositif juridique qui est très utilisé dans le domaine de l'immobilier neuf, notamment pour les logements résidentiels. Elle permet à un acquéreur d'acheter un bien immobilier, souvent un appartement ou une maison qui n'est pas encore construit ou dont la construction est en cours. Les caractéristiques de la VFA, c'est qu'il y a un contrat préliminaire avec la possibilité de faire un dépôt de garantie, des paiements échelonnés en fonction de l'avancement du projet. Et les garanties pour l'acheteur sont les garanties de remboursement, une garantie de livraison, les garanties biennales, décennales et de parfait achèvement. Et ensuite, la réception des travaux. Nous avons comme avantage lié à ce mécanisme qui est la VFA, la personnalisation possible pour l'acheteur. C'est-à-dire, quand vous achetez un logement déjà fini, c'est difficile de personnaliser le logement, alors qu'en VFA, vu qu'on achète sur plan, il nous est tout à fait possible de modifier la conception du logement, mais également de choisir l'emplacement des prises électriques, des luminaires et tout ça, ce qui n'est pas le cas quand on achète un logement déjà terminé. Et puis l'autre avantage au niveau de la VFA, c'est les normes modernes de construction qui sont respectées en intégrant également les normes environnementales et énergétiques en vigueur. Pour les risques et considérations, il y a le risque de retard de livraison. Les projets peuvent subir des retards impactant les plans des acquéreurs. Des coûts additionnels, des coûts des imprévus, notamment liés à la modification du projet initial, ça aussi c'est possible. Et puis il y a une vraie dépendance vis-à-vis du promoteur immobilier. Alors la qualité du projet dépend fortement de la solvabilité et de l'expertise du promoteur. Ça, c'est le premier mécanisme
utilisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre de leur activité. Le deuxième mécanisme est le CPI, qui est le contrat de promotion immobilière. C'est un contrat par lequel un propriétaire de terrain confie à un professionnel de l'immobilier, donc le promoteur, la mission de réaliser un ensemble d'opérations immobilières. Ces opérations peuvent inclure la construction ou la rénovation de bâtiments ainsi que leur commercialisation. Voici les caractéristiques principales et les implications d'un tel contrat. Donc, il y a deux acteurs impliqués. Donc, le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire du terrain et celui qui détient les droits pour décider de la construction. Il peut s'agir d'un particulier, d'une entreprise ou d'une collectivité. Et à côté de ça, il y a le promoteur immobilier donc, qui agit en tant que mandataire du maître d'ouvrage. Sa tâche est de coordonner et de superviser les travaux de construction en veillant à ce que le projet respecte les normes de qualité, les respects des délais et le budget prévu. Les fonctions et responsabilités du promoteur immobilier, ça peut être de concevoir et planifier le projet, d'assurer le financement du projet, donc à aider le maître d'ouvrage à structurer le financement du projet, à superviser les travaux de construction en s'assurant que les travaux sont réalisés conformément au plan et dans les délais impartis. Mais également, le promoteur peut s'occuper de la commercialisation en étant responsable de la vente ou de la location des unités construites. L'avantage d'un tel contrat de promotion immobilière, CPI, c'est qu'il y a une décharge de responsabilité. Le maître d'ouvrage délègue l'ensemble des risques liés à la construction au promoteur. Et puis, le promoteur apporte une certaine expertise professionnelle, technique et commerciale qui est particulièrement utile pour les maîtres d'ouvrage qui ne disposent pas de l'expérience nécessaire en matière de construction. Les risques, c'est effectivement la dépendance envers le promoteur immobilier, parce que le succès du projet dépend de la compétence et de la fiabilité du promoteur et la possibilité d'avoir des coûts supplémentaires liés au retard de construction ou les dépassements de budget qui peuvent augmenter les coûts pour le maître d'ouvrage. Et en troisième en troisième champ d'action, c'est le BEFA, en fait, qui est en quelque sorte le bail en l'état futur d'achèvement, qui est un dispositif assez complexe qui intègre les caractéristiques d'un achat en vente en l'état futur d'achèvement et avec un aspect locatif. Comment ça fonctionne? Il y a trois acteurs qui sont impliqués. Il y a un promoteur, il y a un bailleur et il y a en fait un locataire. Alors, il y a le promoteur qui est constructeur du bâtiment. Il y a un bailleur qui peut être un investisseur ou le promoteur lui-même. Le bailleur acquiert les droits sur le terrain et finance la construction. Et puis, il y a un locataire qui s'engage à louer le bien avant même qu'il soit construit. Pour la signature du bail, le contrat de bail est signé entre le bailleur et le locataire avant le début de la construction. Ce contrat stipule que les conditions de location, la description du futur bien, les adaptations spécifiques demandées par le locataire, ainsi que les délais de livraison, les paiements et les garanties. Donc, le locataire peut être tenu de verser des loyers même si le bâtiment n'est pas encore achevé. Les garanties similaires à celles de la VEFA, comme la garantie de livraison, assurent que le bâtiment sera achevé dans les délais et selon les spécifications convenues. Les avantages du BEFA, c'est qu'on a la possibilité de personnaliser le bien, c'est-à-dire le locataire a la possibilité d'influencer sur la conception du bâtiment pour qu'elle corresponde exactement à ses besoins. Alors quand il s'agit par exemple d'un laboratoire ou d'une banque qui ont des exigences spécifiques, le fait d'avoir un promoteur dès le départ permet de personnaliser la conception pour que ça réponde à nos besoins. Et puis, il y a la planification financière, c'est-à-dire que le locataire connaît à l'avance le coût de son engagement locatif et peut planifier en conséquence. Il y a le fait de pouvoir bénéficier également d'un bâtiment neuf et moderne en respectant les dernières normes environnementales et techniques. Au niveau des risques,
Nous avons le risque de construction. Comme dans la VFA, on a des retards de construction qui peuvent arriver ou bien des problèmes de qualité. L'engagement à long terme, le BFA implique généralement des baux de longue durée, ce qui peut être risqué si les besoins du locataire évoluent. On parle de 10 à 20 ans ou plus même. Dépendance aux promoteurs et aux bailleurs, la réussite dépend effectivement de la solvabilité et de la compétence du promoteur immobilier. Alors, on va évoquer les étapes de réalisation d'une opération immobilière. Alors, il y a une première phase qui consiste au développement, qui, chez les promoteurs immobiliers, est assurée par le service, la direction du développement. Le but du jeu est de rechercher de nouvelles opportunités foncières. Donc, en général, dans le service développement, nous avons un directeur du développement et des prospecteurs fonciers, dont le but est vraiment de faire de la prospection foncière, d'aller chercher les opportunités, les terrains en vente pour pouvoir alimenter l'activité du promoteur immobilier. Une fois que les prospecteurs fonciers ont identifié des terrains intéressants, ils font ce qu'on appelle une étude de faisabilité qui se base sur ce qu'on appelle une étude de capacité. L'étude de capacité est réalisée par un architecte qui donne en quelque sorte les droits à construire sur le terrain, qui permet aux prospecteurs fonciers de pouvoir sortir un bilan d'opération et voir la rentabilité du projet. Une fois que la rentabilité du projet est assurée, il convoque un comité d'engagement qui valide l'engagement de l'opération pour le promoteur immobilier. Une fois le projet engagé, il y a la phase de montage du permis de construire, PC, qui est en quelque sorte qui commence par une note de programmation que le responsable de programme, le chef de projet doit établir pour dire à l'architecte quelles sont les attentes en fait sur le projet en termes de superficie, de nombre d'appartements, de typologie d'appartements, de nombre de stationnements qui sont attendus sur le projet. En quelque sorte, c'est des cahiers des charges qu'on remet à l'architecte pour qu'il puisse établir son plan, son permis de construire. Donc, les plans d'archi les plans architectes qui sont réalisés par la suite vont permettre à passer à la phase 3 qui est le dépôt du PC. Alors, avec un dossier PC composé de plusieurs documents selon les pays et les juridictions. Ensuite, une fois qu'on a déposé le permis de construire, on a la phase 4 qui est le lancement commercial, composé par la plaquette commerciale, les 3D, les plans de vente, la notice descriptive, le site internet, voilà, voir quels sont les honoraires qui sont prévus pour les commerciaux, les apporteurs d'affaires. Il y a une grille de prix qui est établie durant cette phase de lancement commercial. Une fois le lancement commercial fait, on a la phase 5 qui est le dossier de consultation des entreprises pour aller vers les plans d'exécution. Là, on a pratiquement tous les bureaux d'études qui sont impliqués, donc les architectes, les bureaux d'études techniques, le bureau de contrôle qui nous donne ce qu'on appelle un RICT, un rapport initial de contrôle technique qui en quelque sorte valide le projet sous les aspects techniques. C'est-à-dire que le RICT permet de faire une analyse du projet vis-à-vis de la norme. Et dans le RICT, on a des avis du bureau de contrôle sur le respect ou non de telle conception en fait d'un lot vis-à-vis de la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la sécurité incendie, par exemple, il pourra faire des observations en disant tel que le bâtiment est conçu, en fait, ça ne respecte pas la norme sur la sécurité incendie. Et donc, d'où l'intérêt d'intégrer dès le montage du PC un bureau d'études, les bureaux avant même de déposer le PC, d'avoir leur retour sur tout ce qui est
sur tout ce qui est conception de bâtiment. Une fois qu'on a terminé le DCE avec les plans d'exécution, on a l'appel d'offres en vue de la contractualisation à travers les marchés de travaux. Donc, il nous faut des cahiers des charges. Donc, c'est les différents CCTP, le DPGF, la décomposition du prix global et forfaitaire, qui est en quelque sorte le devis, indiquer en fait dans le mode de passation de marché si on est sur des marchés forfaitaires ou c'est des marchés à prix unitaire, le planning des travaux, les corps d'état, en fait expliquer si on est en corps d'état séparé ou en entreprise générale, et en corps d'état séparé, il faut une liste des lots. Donc ça, en général, c'est géré par le service achat chez son promoteur immobilier ou directement par le responsable de programme, accompagné, assisté par les architectes, les différents bureaux d'études, les différents lots techniques. Ensuite, on a au niveau de la phase 7, la partie travaux, qui consiste à démarrer carrément le chantier via un plan d'installation de chantier, à mettre en place une équipe composée par le SPS, donc sécurité, protection pour la santé, un maître d'œuvre d'exécution, MO d'exé, et en fait à préparer toutes les fiches, tous les outils qui permettent de suivre le chantier, comme des fiches de contrôle, les PV de réunion de chantier, le planning des approvisionnements, et puis à mettre en place le compte prorata. Ce qui est important pour un promoteur, c'est qu'avant de démarrer les travaux, c'est l'importance d'avoir le taux de précommercialisation adéquat. En fait, pour éviter d'impacter la trésorerie, parce que c'est vraiment la partie où on décaisse beaucoup d'argent, il faut avoir un minimum de taux de précommercialisation. Ça, c'est très, très important. Nous avons toujours au niveau des phases, nous avons une phase de TMA, qui s'appelle travaux modificatifs acquéreurs, où les clients ont la possibilité de faire les modifications dans le projet en déplaçant des murs, en rajoutant des prises ou des choses comme ça. Et donc, ça aboutit à des avenants aux clients et des avenants aux entreprises. Nous avons également la phase de réalisation du témoin technique, c'est-à-dire que pour pouvoir valider les prestations et puis le niveau de rendu attendu, il est primordial pour un promoteur de réaliser avant même la fin du gros œuvre un logement témoin technique qui permet de valider le niveau de rendu et de prestations attendu. Et le point de vigilance ici, c'est l'approvisionnement. Parce que vu que ce logement technique est réalisé pendant la phase du gros œuvre, il va falloir anticiper sur l'approvisionnement en matériaux de seconde œuvre, carrelage, porte et tous les équipements de plomberie sanitaire dont on a besoin pour pouvoir réaliser ce logement témoin technique préalablement à la fin du gros œuvre. Une fois le gros œuvre terminé, nous procédons aux visites cloison avec les clients. Donc, ça permet de vérifier que les plans techniques, c'est-à-dire les plans d'installation électrique et de plomberie sanitaire ont été respectés. Souvent, les cuisinistes participent à cette réunion-là parce qu'ils ont, ils viennent mesurer les cotes réelles des cuisines pour pouvoir lancer la production de la cuisine. Parce qu'il y a toujours des marges d'erreur entre les plans de vente et la réalité. Et puis, c'est aussi l'occasion pour le client de faire venir l'architecte d'intérieur. Alors, une fois les bâtiments terminés, on fait une première phase d'opération préalable à la réception qu'on appelle OPR et les pré-livraisons. Donc, les OPR se font avec les entreprises, avec la production de fiches de réserve room by room. Et puis, une fois qu'on a levé ces réserves-là avec les entreprises, on fait une pré-livraison avec les clients avec une liste de réserves
qui permet en quelque sorte le jour de la livraison de ne pas, que le client ne se retrouve pas avec un appartement inhabitable ou avec plein de réserves. Le but étant que le jour de la livraison, le client puisse aménager et occuper son logement. Nous avons une phase 13 qui est la phase de livraison, qui commence d'abord par la livraison des parties communes avec le syndic qui est désigné. En fait, il y a un syndic provisoire qui est désigné par le promoteur immobilier et par la suite, la livraison des lots privatifs avec tous les clients du programme. Nous avons la phase de réception des travaux avec les entreprises qui inclut les réserves de livraison et à la fin, on demande la production d'un RFCT, le rapport final du contrôleur technique, pour dire si la construction respecte les normes de construction, si le bâtiment qui a été conçu respecte les normes de construction. Au départ, il fait ce qu'on appelle un RFCT, qui est un rapport initial de contrôle technique. Il se base uniquement sur les documents écrits, donc les pièces écrites et les pièces graphiques, c'est-à-dire les plans et les CCTP, pour voir si, en fait, le projet tel qu'il est conçu respecte les normes techniques. Et une fois qu'on a construit le bâtiment, il vient faire un contrôle pour voir si le bâtiment qui a été construit respecte les normes de construction, parce qu'il peut y avoir des modifications entre ce qui est sur les plans et ce qui a été réalisé. Et puis il y a la phase SAV, qui est une phase, une première phase de gestion en fait des réserves. Nous avons une garantie de parfait achèvement et puis la garantie décennale et biennale. Alors, l'organisation des promoteurs immobiliers. Alors, les promoteurs immobiliers sont organisés à travers des fonctions internes, c'est-à-dire des services développement, services programme, services techniques, services commercial, services communication, comptable, gestion client, SAV. Il y a également une gouvernance, alors composée par des comités d'engagement, des comités du dépôt PC, comité de lancement commercial, comité de démarrage travaux, comité de suivi et comité de clôture. C'est-à-dire qu'à chaque étape du projet, on a un comité qui vient valider en fait les risques liés au projet et s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Et puis, on a des partenaires externes qui sont des apporteurs d'affaires, des géomètres, des architectes, des notaires, des bureaux d'études sol, des BET structures. En fait, tous les bureaux d'études qui sont liés à la conception et au suivi des travaux. Et nous avons des agences de com pour nous aider pour la communication du projet, les commercialisateurs, les banques, les assurances, les syndics. Il y a tout un lot de partenaires externes qui, en fait, en réalité, impactent sur le projet et également sur le bilan d'opération. Et puis, à côté de ça, nous avons des budgets glissants. Alors, c'est une approche dynamique de la planification et du contrôle financier, contrairement au budget statique traditionnel qui couvre une période fixe. Les budgets glissants s'étendent au-delà d'un seul exercice financier. Ils permettent aux organisations de s'adapter aux circonstances changeantes, de réagir aux fluctuations du marché et de maintenir une flexibilité dans leur planification financière. Donc, quand on engage l'opération, on a un bilan d'engagement. Quand on dépose le PC, on refait un bilan pour voir s'il y a ce qu'on avait imaginé au moment de l'engagement correspond à la réalité du dossier physique qui va être déposé au moment du PC. Donc, on fait un bilan PC. On fait un bilan au moment du lancement commercial. On fait un bilan de démarrage travaux. On fait périodiquement des bilans pour s'assurer que le projet respecte une trajectoire, celle visant à assurer une rentabilité. Alors, pour le processus d'élaboration du bilan prévisionnel d'opération, nous avons une phase 1 de terrain, de recherche de terrain, c'est-à-dire d'analyse de terrain, qui commence par récupérer le plan cadastral, à prendre contact avec le propriétaire,
à calculer, identifier les charges qui sont liées au niveau des charges qui sont liées au terrain avec les hypothèques qui sont inscrites au niveau du terrain. Nous avons les contraintes qui sont liées à la réglementation d'urbanisme sur le terrain. Il faudra analyser la forme du terrain, la superficie du terrain, l'environnement immédiat du terrain, l'occupation. Est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est occupé par un ménage? Est-ce que c'est occupé par des commerces? Parce que dans ce cas-là, il faut prévoir des frais d'éviction, la nature du sol, les servitudes qui sont grévées sur le terrain. Donc il y a une analyse détaillée qui doit être faite sur le terrain. Et puis, une fois qu'on a validé le terrain, il y a une deuxième phase qui est l'étude des capacités et de programmation. C'est-à-dire qu'une étude des capacités est une étude d'urbanisme qui montre ce qu'on peut construire sur un terrain donné en fonction des règlements en vigueur et des orientations du programme du donneur d'ordre. Alors, ça permet de sortir le tableau des surfaces du projet, les typologies des appartements et les places de parking. Alors, il faut vraiment faire attention sur ces notions-là qui sont les surfaces vendables, donc la CHAB, la surface habitable, les surfaces bâties, donc on a la CHOB, la surface hors œuvre brute, la surface de plancher, et puis les droits à construire. Donc ça, tout ça est impacté par trois notions qui sont le CAIS, donc le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation au sol et les règles de prospect. Donc c'est des notions que je vous invite à vraiment maîtriser en vous documentant là-dessus parce que c'est ça qui permet de faire une étude de capacité qui va permettre d'aller vers un bilan prévisionnel. Donc, la phase 3, donc, qui concerne le bilan prévisionnel. Sur la base de l'étude de capacité, le responsable du développement établit un bilan prévisionnel d'opération qui permet de déterminer le coût d'acquisition du foncier permettant d'obtenir la rentabilité attendue par le comité d'engagement. Donc, le but du bilan d'opération prévisionnelle permet de déterminer le prix d'acquisition du foncier pour que l'opération soit rentable. En fait, il ne s'agit pas là d'acheter le terrain et ensuite de faire un bilan pour voir voilà, si le projet est rentable. C'est d'abord, avant d'acheter le terrain, c'est de faire un bilan prévisionnel avec l'étude de capacité remise par l'architecte pour savoir à quel prix on doit acheter le terrain pour avoir la marge attendue. C'est-à-dire que c'est une des seules, on va dire, variables d'ajustement parce que le coût de construction, on va dire, a une limite de compressibilité. En fait, et pareil pour les coûts d'architecte. Voilà. Par contre, savoir si on a acheté le terrain à un prix qui permet d'assurer une rentabilité, c'est ça qu'il faut maîtriser. Donc, d'où la notion de charge foncière et de bilan compte à rebours. Ce qu'il faut pour pouvoir faire un bon bilan prévisionnel, c'est une étude de la concurrence pour pouvoir déterminer en fait le prix du marché auquel on peut s'attendre à vendre le bien. C'est-à-dire que c'est le prix du marché qui doit déterminer le prix de vente, le chiffre d'affaires, et le coût de construction est induit par l'étude de capacité. La seule variable d'ajustement que nous avons, c'est le prix du foncier. Donc, il est impératif, avant d'acheter le terrain, de faire une étude de capacité, un bilan prévisionnel pour pouvoir faire une offre qui permet d'avoir la rentabilité qu'il faut. Ensuite, nous avons, une fois qu'on a validé la rentabilité du projet, il y a une phase 4 qui est l'offre de prix. C'est-à-dire le responsable du développement fait valider le bilan d'opération par le directeur d'agence. Une fois le bilan validé, une offre de prix d'acquisition du foncier est faite et envoyée au propriétaire du terrain. Il y a une phase 4 qui est le comité d'engagement. Une fois l'offre acceptée, le directeur d'agence convoque le comité d'engagement pour officiellement lancer l'opération et entamer
le processus de contractualisation. Il y a plusieurs types de possibilités. Il y a la PSV et la PUV. PFV, c'est la promesse synallagmatique de vente. La PUV, c'est la promesse unilatérale de vente en vue d'aller vers un acte de vente. Ça aussi, je vous invite à aller vous documenter là-dessus et pour voir les subtilités. Voici les trois notions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui permettent de déterminer les droits à construire. Nous avons le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation au sol et les règles de prospect. Donc, le coefficient d'emprise au sol, c'est un indicateur qui est utilisé pour réguler la densité de la construction. C'est-à-dire que si on vous dit que sur un terrain donné, en fait, vous avez 0,50%, le caisse est de 0,5, ça veut dire tout simplement que l'emprise du bâtiment ne peut pas occuper plus de 50% de la surface du terrain. Donc ça, c'est une des premières mesures de régulation utilisées par les pouvoirs publics pour limiter la densité et créer on va dire, des espaces naturels. Nous avons le coefficient d'occupation du sol, en fait, qui permet de déterminer la surface maximale de construction autorisée sur un terrain par rapport à la surface totale du terrain. C'est-à-dire que si vous avez un terrain de 1000 m² et quand vous dites que vous avez un COS, par exemple, de 0,4, ça veut dire que vous ne pourrez construire que 400 m² de plancher. Voilà. Donc ça, c'est des notions qui sont intégrées le plus souvent dans les plans locaux d'urbanisme qui, en fait, vont influencer sur la valeur du terrain parce que, en fait, la valeur du terrain dépend essentiellement du droit à construire sur le terrain. Nous avons également les règles de prospect, qui est un principe d'urbanisme qui définit les distances minimales à respecter entre les bâtiments afin de garantir un environnement urbain agréable et fonctionnel. Donc, ça peut être défini en fonction de la hauteur des bâtiments, des types de zones, de l'orientation. Donc, l'objectif de la règle de prospect, c'est d'assurer une bonne luminosité de l'ensoleillement dans les bâtiments, une ventilation adéquate, préserver l'intimité des occupants et puis la cohérence urbaine et l'esthétique au niveau des agglomérations. Alors, il est important également de connaître l'importance de connaître les surfaces, les différentes surfaces qui sont utilisées dans le jargon, dans la profession. Donc, nous avons la CHAB qui permet de déterminer le chiffre d'affaires. Nous avons la CHOB, la CHOL et la SDP qui permettent de déterminer les coûts de construction. Il est important de systématiquement spécifier de quelle surface on parle quand on fait un bilan d'opération, parce que les ratios que l'on utilise en fonction, en fait, les ratios, par exemple, de prix de construction que l'on utilise, si c'est la CHAB ou c'est la CHON ou la SDP, ne sont pas les mêmes. Donc, il est aussi important que vous puissiez maîtriser toutes ces notions de surface, mais également être toujours en fait sûr qu'on parle de la bonne surface. Parce que souvent, en fait, on vous dit c'est, par exemple, 1000 m² de surface, mais sans vous dire si c'est la CHOB ou la CHON, c'est toute une différence. Il y a toute une différence et ça peut influencer sur le bilan d'opération. Voici un exemple d'étude de capacité. En fait, dans l'étude de capacité, on a juste les volumes des différents bâtiments. On a juste les volumes des différents bâtiments, des différents appartements, des différentes pièces et les surfaces. On a le plan de sous-sol. On ne rentre pas, en fait, à ce stade-là, on ne rentre pas sur l'aménagement des appartements. L'idée aujourd'hui, c'est juste de sortir les surfaces des projets qui vont nous permettre d'établir le bilan de l'opération. Donc voilà, et en fait, en fonction de l'étude de faisabilité, nous allons vers ce qu'on appelle le bilan d'opération. Et les différents postes de bilan d'opération sont les suivants. Nous avons premièrement les postes de recettes composés du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est la vente des lots, la revente des charges foncières et puis les subventions diverses.
La détermination du prix de vente se fait par une étude de marché. Voici un exemple d'étude de marché avec voilà, les projets des concurrents, et puis ça permet de positionner en fait son projet et de cibler sa clientèle. Voici un exemple de ciblage. En RP, nous avons les résidences principales, investisseurs. En RS, c'est résidences secondaires. Ça permet de se dire, ben, en fait, moi, mon projet, ben, c'est 50% de résidences principales parce que tout simplement, ben, vous avez des appartements familiaux, des F3 et des F4, F5. Et les investisseurs, vous en avez par exemple autour de 30% et puis des résidences secondaires. Voilà. En fait, il faudrait cibler les acquéreurs et puis faire sa stratégie marketing et de communication en fonction de ça. Voici un exemple de politique commerciale avec un prix de vente commercial et un prix de gestion. Donc ça aussi, c'est des notions que vous devez connaître. Donc le prix de vente commercial est différent du prix de gestion. Le prix de gestion, c'est le prix du bilan et le prix commercial, c'est le prix qui est affiché au niveau du client. Et en général, il y a un écart de prix entre le prix commercial et le prix de gestion qui peut être de 3% à peu près. Et c'est aussi important de choisir les canaux de distribution. Si c'est de la vente directe, c'est-à-dire que c'est au niveau interne avec les commerciaux de la boîte qu'on fait un certain nombre, une certaine proportion de vente, ou bien on fait de la vente externe avec des prestataires externes. Et dans ce cas-là, dans le bilan, il faudra prévoir en fait des honoraires de commercialisation externes. Le fait également de préciser le rythme de commercialisation permet d'impacter le plan de trésorerie et les besoins de trésorerie. Alors, si on continue sur les différents postes d'un bilan d'opération, on a vu les recettes, il y a les postes de dépenses. Il y a le premier poste de dépense qui est donc le foncier, donc le terrain. Nous avons les frais de notaire, nous avons le géomètre, nous avons les frais d'éviction, les frais de démolition s'il y en a, et puis les honoraires d'apporteur d'affaires. Alors, la détermination du prix du foncier. Donc, le prix du foncier dépend de sa valeur intrinsèque, du marché, du taux de marge attendu, et puis de l'étude des capacités. En fait, on fait ce qu'on appelle un bilan compte à rebours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut, en fonction de l'étude de capacité, c'est-à-dire les droits à construire qui sont liés au terrain, sortir un bilan et définir le prix du terrain qui permet d'atteindre un niveau de marge acceptable. Donc, il est important, et ça j'insiste beaucoup, avant d'acheter un terrain, de faire une étude de capacité et de faire un bilan d'opération. Toujours par rapport au poste de dépenses des bilans d'opération, nous avons les travaux, la construction, donc composer les travaux de bâtiment, des travaux VRD, des aléas et le branchement au niveau des services concessionnaires. Nous avons des honoraires techniques, l'architecte, le BET structure, le BET sol et le BET fluide. Nous avons toujours au niveau des honoraires techniques le BET VRD, le SPS pour la sécurité et la protection, les bureaux de contrôle, l'AMO, donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. En fait, si le promoteur n'est pas un professionnel de l'immobilier, il y a un économiste, un maître d'œuvre d'exécution et OPC, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier. Nous avons aussi comme frais de dépenses tout ce qui est lié aux aspects commerciaux, donc les frais de commercialisation et la publicité, les frais de gestion, nous avons les frais administratifs et les assurances, nous avons les redevances, parce qu'on doit payer des taxes d'urbanisme, et puis des frais financiers qui sont liés aux besoins de financement, crédit promoteur et au plan de trésorerie. Alors, pour calculer la rentabilité d'un projet immobilier, pour l'AVFA, on parle le critère de rentabilité qui est le plus souvent pris par les promoteurs immobiliers, c'est le taux de marge, recette moins dépenses, voilà. Et puis, l'investissement locatif, c'est le tri et la vanne. Voici la présentation d'un bilan d'opération. Nous avons le chiffre d'affaires qu'on a vu tout à l'heure, donc les recettes, et nous avons les différents postes de dépenses, le foncier, les honoraires techniques, la construction, la gestion, les frais commerciaux, les redevances et les frais financiers.
Et la marge de l'opération est égale aux recettes moins les dépenses. Et le taux de marge, c'est la marge divisée par les recettes. Et en général, en France, on est autour de 8%, là où au Sénégal, par exemple, on peut être autour de 20-30% en marge, en taux de marge. Et un exemple de bilan d'opération, voici un projet, c'est un immeuble voilà, R+10 sur 2 niveaux de sous-sol, 35 appartements, 31 places de parking, et puis on a une surface d'activité au rez-de-chaussée qui fait 173 mètres carrés. On a ici les plans d'étage, R+1, en fait l'étage courant 1 à 8, et puis les étages 9 et 10 qui sont des duplex. Et sur la base de ça, en fait, on fait un bilan d'opération qui est là. On voit le chiffre d'affaires qui est présent avec les prix qui sont retenus. On a les différents postes de dépenses, la charge foncière, les redevances, les travaux et tout ça. Et on se retrouve à la fin de l'opération avec une marge à 17%. À côté en fait, du bilan d'opération, on a besoin de connaître le besoin de financement. Et ça, en fait, c'est le plan de trésorerie qui nous le donne. Et donc, le plan de trésorerie d'un projet immobilier, c'est un outil financier qui permet de prévoir et de suivre les flux de trésorerie, c'est-à-dire les encaissements et les décaissements tout au long de la durée du projet et permet de prévoir les besoins de financement. Donc, on a dans un projet immobilier des encaissements et des décaissements. Il arrive que les encaissements n'arrivent pas à couvrir l'ensemble de nos décaissements, ce qui crée un besoin de trésorerie, et c'est sur la base de ça que en fait on établit en fait notre plan d'affaires. Donc l'idée, c'est de prévoir les besoins en liquidité, c'est de planifier le financement et d'optimiser la gestion des fonds. Nous avons donc les encaissements et les décaissements et le solde de trésorerie initial et final. C'est hyper important dans le secteur de l'immobilier où les projets impliquent des montants financiers considérables. Le plan de trésorerie est crucial pour prévenir les crises de liquidité et optimiser les retours financiers. Il aide à instaurer une discipline financière en imposant un suivi et une planification rigoureuse et des flux de une planification rigoureuse des flux de trésorerie. Voici un exemple de plan de trésorerie. On a en jaune les encaissements qui sont liés aux lots qui sont vendus et aux appels de fonds. Et puis par la suite, nous avons l'ensemble des dépenses. On a vu le foncier qui, en vert, se paye en 2 fois. C'est-à-dire, vous avez un premier paiement de 327 millions en janvier 2024 et puis en avril 2024. Nous avons les frais de notaire qui sont liés, les frais sur le prêt bancaire, parce que là, il y en a sur ce cas, les démolitions, les commissions. Voilà, vous avez en fait la prévision de l'ensemble des dépenses en fonction en fait de leur survenance. Et puis, ça permet en marron d'avoir un solde de trésorerie qui va déterminer en fait nos besoins de financement. On voit que l'opération est positive de juin 2023 jusqu'à décembre 2023, et au moment de l'acquisition du terrain, on passe à un solde de trésorerie négatif à partir de janvier. Et là, ça nous montre directement nos besoins de foncier, nos besoins financiers qu'on va solliciter en fait au niveau d'une banque. Donc, l'idéal serait été de faire un cas pratique, mais bon, c'est difficile quand c'est à distance. Mais vous avez là, en fait, on va dire, les outils qui vous permettent de pouvoir faire vous-même votre bilan d'opération sur lequel vous allez vous appuyer pour faire un plan d'affaires. On aura l'occasion lors de la séance ce mardi-là, en fait, de la séance prévue pour la projection de ce capsule-là, de pouvoir échanger et de répondre plus en détail
à vos questions. Je vous remercie